Bon, ben je recommence. C'est la dernière section de notre présentation. Donc, grosso modo, maintenant, il va y avoir la présentation par le Collège des médecins du Québec qui sera suivie de la présentation par l'AMRM et la FMRQ. Suite à cette présentation-là, les résidents de médecine de famille vont quitter à 11h10 à peu près. On va garder les résidents des autres spécialités parce qu'il sera question de CPC pour la toute dernière section de la présentation. Quand vous allez quitter, il y a un petit cadeau à la sortie que vous pourrez prendre, là, qui est une bouteille d'eau, en fait, à l'effigie de l'Université de Montréal, là, qui ont changé de couleur cette année. C'est des bouteilles d'eau bleues. Donc maintenant, je vais passer la parole au docteur Thomas Magnatis, qui est médecin conseil à la Direction des études médicales et de l'admission au Collège des médecins du Québec, qui va vous parler de sujets très importants, là, avec plus de les règles, le cadre législatif au Québec là, pour la pratique de la médecine auquel vous êtes assujetti là, en tant que médecin résident. Thomas? Pour changer, c'est soit les flèches là ou là. Tu veux-tu un micro libre? Ou non, je pense que je suis correct avec ça. Merci, François. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme François vous a dit, moi, je suis interniste de formation. J'ai fait 20 ans de carrière dans le réseau de l'Université McGill, dans la pratique clinique. Et là, je travaille au Collège des médecins du Québec à temps plein depuis 4 ans. Alors, voilà. Alors, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt à vous déclarer, autre ce que vous voyez ici. Je suis employé du Collège. Aujourd'hui, on va faire le tour de 4 objectifs pendant mes 12-13 minutes. On va voir, les diapos vont passer vite. Je vais essayer de vous rappeler la mission du Collège. Je vais vous rappeler les liens entre les résidents et le CMQ. On va parler de certains aspects législatifs, déontologiques aussi, et puis je vais essayer de mettre ça un petit peu aux pratiques pour vous, parce qu'il y a des sujets qui reviennent un petit peu à notre niveau à une fréquence régulière. Alors, on va faire un petit rappel de certains sujets qui pourraient être pertinents pour vous dans votre quotidien. L'émission du CMQ, on est là depuis longtemps. Alors, le Collège des médecins du Québec, c'est un ordre professionnel. Ça fait partie des autres ordres professionnels. Et notre rôle, c'est de protéger le public. On est différent, par exemple, la FMRQ, la FMSQ ou la FMOQ. Ça, c'est des associations qui représentent les intérêts des médecins. Nous, on représente les patients. Alors, on est là pour protéger le public. C'est un système qui existe dans le système professionnel au Québec. Et puis, ça concerne les médecins, mais ça vous affecte aussi comme résident aussi. Vous avez dû interagir un petit peu avec nos règlements pour avoir permission de commencer le 1er juillet, d'avoir une carte de stage. Et si vous avez fait vos formations en pré-doc ici ou en médecine, vous avez dû être immatriculé avec nous ici. Alors, ça fait partie un petit peu du cadre qui entoure la formation médicale au Québec. On a plusieurs rôles. Il y a 2 diapositives sur nos rôles. Je ne vais pas faire le tour de tout ça, mais quand même, il y a certains rôles qui pourraient être intéressants pour vous. Il y a des plaintes possibles à notre niveau. Des patients peuvent faire plainte au niveau des hôpitaux, au niveau des universités, mais aussi au niveau du collège. Et puis, on va parler un petit peu de ça plus tard, parce qu'on reçoit à l'occasion des plaintes impliquant des résidents de temps en temps. Le 3e point que vous voyez ici, on délivre les permis, mais on délivre les certificats d'immatriculation qui est pertinent que pour si vous avez fait la formation MD au Québec, et les cartes de stage, ça s'applique à vous tous et toutes. Alors, le reste, on a beaucoup d'autres rôles, mais dans l'intérêt du temps, je ne vais pas faire le tour de tout ça pour vous. Dès que vous êtes immatriculé, et vous avez votre carte de stage, vous faites partie de l'ordre professionnel. Alors, ça, c'est important de concevoir que ce n'est pas un ordre externe de vous, c'est comme votre ordre. Alors, on est là pour protéger le public, mais on est là aussi pour s'assurer de la qualité de la formation et de la pratique médicale au Québec. La carte de stage, un petit peu la manifestation plus concrète pour le 1er juillet, pour les R1, c'est quoi?
ça parle un petit peu, c'est un morceau de papier qui suit certains règlements pour y arriver, mais ça parle de quel programme, quelle université, quel programme, quel milieu, quel stage. Et même si ça dit certains stages, certains milieux, ça applique à tous les stages à l'Université de Montréal, par exemple, que votre université vous envoie. Alors, même si votre stage change dans 3 mois ou quelque chose, ça ne veut pas dire que la carte de stage doit être changée. La carte de stage, on confie à l'université la liberté de guider votre formation dans tous les milieux nécessaires. Et c'est ça que Dr. Girard et son équipe fait avec vous et votre directeur de programme pour que votre formation soit de qualité. Alors, important pour vous, si votre formation est arrêtée pour une raison ou une autre, temporairement ou à long terme, vous n'êtes pas autorisé à faire des actes médicaux. Alors, ça veut dire pas de prescription, que ce soit pour des prises de sang, pas de prescription, que ce soit pour des médicaments, pour des raisons si vous êtes en congé de maladie ou autrement, la carte de stage est arrêtée. Alors, tous les actes médicaux doivent être arrêtés si vous avez un arrêt de maladie, etc. Chaque année, on vous demande des questions sur votre état de santé. C'est très important d'y répondre honnêtement. La question est devant vous. C'est surtout une question qui fait rapport à votre état de santé, si ça affecte votre capacité à pratiquer la médecine. On ne veut pas savoir si vous avez fracturé votre cheville hier et vous allez subir une opération dans 2 semaines. Ça, ce n'est pas nécessairement pertinent au niveau du Collège des médecins. Mais les questions d'état de santé, c'est plus, est-ce que vous avez quelque chose à long terme qui va affecter votre capacité à pratiquer la médecine ou à être formé en médecine parce que vous êtes en formation? Et cette question-là est demandée après que vous êtes résident. Quand vous avez un permis régulier, on vous demande la même question chaque année pour avoir un permis régulier. Alors, il faut s'habituer à répondre à ce genre de questions. Encore une fois, notre rôle, c'est protection du public. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi on veut savoir ce genre de questions. Je l'ai déjà dit, si votre carte de stage est retirée pour des raisons de maladie ou de congé, vous pouvez poser aucun acte médical. C'est cette carte de stage qui vous permet que vous êtes comme médecin en formation. Sans cette carte de stage-là, vous êtes un membre du public, vous ne pouvez rien faire, que ce soit prescription, test, prescription de médicaments, etc. Alors, c'est très important de prendre ça en note, que vous êtes tout en ordre. Le contexte légal et déontologique de la pratique, on va faire un petit tour de ça. À très haut niveau, il y a un code des professions. On ne va pas trop faire le tour de ça. Ça s'applique à toutes les professions au Québec. La loi médicale, un petit peu des règlements, des lois qui s'appliquent au niveau de la médecine, mais vraiment plus proche de vous et de moi comme médecin, c'est le Code de déontologie des médecins du Québec. C'est quand même, c'est pas nécessairement... Moi, j'ai fait une maîtrise en bioéthique, alors je peux en parler longuement de la déontologie, mais ça se lit mal un petit peu comme document libre comme ça, mais c'est important de savoir que ça s'applique à vous tous et toutes dès aujourd'hui. OK? Alors, c'est de dire que je ne savais pas, ce n'est pas une bonne réponse. Alors, si vous voulez un moment de lire le code ou au moins de savoir c'est quoi le code, allez-y faire une recherche sur l'Internet et jetez un coup d'œil. C'est assez complexe. On va faire le tour de certains sujets qui reviennent dans quelques moments. Le Code des professions, vous voyez ici quelques déclarations du Code. Je ne vais pas faire le tour dans l'intérêt du temps, mais quand même, c'est des choses qui disent, en général, les professionnels doivent respecter la confidentialité. En général, de poser des actes, vous voyez le premier, c'est comme un petit peu, il faut respecter l'honneur de la profession. C'est très d'ordre général, ça s'applique à toutes les professions, pas juste les médecins. Il y a beaucoup d'autres articles du Code qui s'appliquent à nous tous, mais je ne vais pas faire le tour de ça pour vous. Le Code de déontologie des médecins, comme je vous dis, c'est le code qui s'applique vraiment à vous dans le quotidien. Vous voyez ici certains aspects à gauche qui s'appliquent à vous. C'est des aspects d'ordre général qui s'appliquent à vous. Le respect du secret professionnel, il faut respecter les principes scientifiques,
il faut respecter le consentement libre, etc., etc. Le code va dans plus de détails dans tous ces sujets-là, mais c'est vraiment juste pour vous donner une petite saveur du code et c'est le code. Quand le collège reçoit une plainte, par exemple, c'est le code qu'on y réfère. Alors, c'est très important de savoir que c'est vraiment le document de base pour la profession médicale au Québec. Et comme résident, comme je vous ai dit, ça s'applique à vous tous, comme ça s'applique à vos patrons. Si jamais on reçoit une plainte contre un médecin ou un résident, ça, c'est le processus un petit peu que vous voyez ici. Comme je vous ai déjà dit, les plaintes, c'est compliqué, c'est stressant. Je me souviens, quand j'étais résident, j'ai reçu une plainte contre moi. J'étais très stressé quand je l'ai reçue, normal, mais ça arrive, c'est pour ça que je le dis. On peut faire une plainte au niveau de l'établissement, de l'université ou au niveau du collège. Si ça revient au niveau du collège, je vous parle, ça s'applique au niveau du collège. Là, on a un processus, vérification de données. Il y a des gens autres que moi qui s'en occupent, qui décident est-ce qu'il y a quelque chose là ou non. Et il y a un rapport qui est produit, des entrevues, le dossier médical y est consulté. Et là, ils disent est-ce qu'il y a quelque chose à faire, oui ou non. Si un résident ou si vous êtes visé par une plainte, il y a trois. Ça, c'est un petit peu des astuces pour vous. Qui peut vous aider? Premièrement, au niveau clinique, vous êtes toujours supervisé. Alors, la première personne pour vous, si jamais vous êtes visé par une plainte au niveau d'un patient, c'est généralement, vous allez recevoir une lettre de quelqu'un à travers l'établissement où vous travaillez et vous allez avoir votre nom dans une lettre qui dit « vous avez une plainte ». Vous êtes généralement supervisé. Vous devrez toujours superviser par quelqu'un, un médecin en bon ordre avec un permis au Québec. Alors, c'est cette personne-là à qui vous devrez vous référer pour dire « nous avons reçu une plainte, voici, et il faut qu'on s'en parle ». Deuxième niveau, c'est au niveau de l'université. Généralement, on recommande que vous parlez à votre directeur de programme pour dire « j'ai reçu une plainte, je suis très stressé, j'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin de votre support, je ne sais pas quoi faire ». Et votre directeur de programme, pas de rôle direct, mais rôle comme de support pour vous aider au cas où. Votre vice-doyen pourrait le faire, mais je pense que la bonne personne de faire ça, c'est vraiment votre directeur de programme. Dernièrement, je suggérerais aussi la FMRQ a des ressources pour vous. Si jamais vous avez des questions qui vous aider, ils ont des avocats, ils ont beaucoup d'expérience. Alors, on vous suggère aussi de contacter la FMRQ ou votre association locale à Montréal pour en parler aussi. Alors, vous avez beaucoup de support pour ça. Premièrement, il n'y a pas lieu de paniquer, même si je me souviens, quand j'étais résident, je paniquais. Alors, on le dit maintenant, mais on accepte que c'est un moment de stress. À notre niveau, ce n'est pas les syndics typiques qui enquêtent sur les résidents ou les étudiants s'ils ont des plaintes. On a une équipe spéciale de 2 ou 3 personnes qui connaissent les dossiers des résidents ou des étudiants, qui sont plus sensibles aux enjeux de supervision, de formation, etc. Et il faut savoir qu'à votre niveau, c'est très important, c'est dans le code de déontologie, mais vous n'avez pas le choix de collaborer avec les gens du collège, c'est dans le code. Il faut que vous collaborez, sinon vous suivez pas le code de déontologie, vous allez avoir d'autres troubles. Alors, tout médecin qui est appelé par un syndic du collège, il faut collaborer, il faut répondre aux questions, etc., etc. Mais évidemment, vous êtes permis d'avoir du support autour de vous. En termes de vos obligations, la première et la plus importante obligation pour les résidents, c'est d'être supervisés. C'est très important. Vous n'êtes pas des médecins indépendants et vous n'allez pas l'être pendant un petit bout, généralement minimum de 2 ans, allant jusqu'à beaucoup plus d'années que ça, dépendant. Alors, pendant vos années de formation, c'est très important de connaître qui vous supervise pendant toutes vos activités cliniques. C'est cette personne-là qui est responsable pour vous de vous superviser, de vous guider et ultimement pour les soins offerts aux patientes et patients. Il faut que vous identifiez votre superviseur dans toutes les instances que vous interagissez avec les patients. Alors, quand vous dites « Bonjour, je suis docteur
Magnétis, quand j'étais R1, par exemple, moi, j'imagine docteur Magnétis, mon superviseur est docteur X et je travaille en médecine interne, c'est mon domaine. Et c'est comme ça qu'on s'identifie. Moi, je suis résident en formation et je suis là pour vous parler, vous examiner. Après ça, je vais discuter avec mon patron et il va revenir vous parler pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'on va faire, par exemple. C'est une façon de le dire aux patients. Je pense que la langue, c'est moins important pour ce contexte ici, mais évidemment, il faut parler en français et aussi les patients ont le choix de choisir leur langue. Évidemment, je pense que peut-être ici, c'est pertinent de dire s'ils choisissent une langue autre que le français, il faut faire un effort de leur côté pour qu'ils comprennent le mieux. Alors, s'ils veulent une autre langue, il faut essayer de trouver d'autres mondes qui parlent leur langue. Et faites attention en utilisant des membres de la famille comme traducteurs parce que ça pourrait causer des problèmes. Des fois, on a des gens autour, on ne comprend pas leur rôle et on a eu des plaintes parce qu'on demande à un membre de la famille qui a peut-être moins de 16 ans à faire une traduction pour les parents qui ont des problèmes assez sérieux ou délicats et ça a causé des problèmes. Alors, faites attention à la famille comme des traducteurs. Le consentement, je ne veux pas vous faire un cours de bioéthique aujourd'hui. Vous voyez ici un petit peu les éléments qu'on veut vous mettre, on veut vous mettre des emphases sur ces éléments-là. Très important, je pense que je vais mettre l'emphase sur que c'est un processus, ce n'est pas une signature sur un formulaire. Et avec ça, ça veut dire que le patient peut changer d'avis en tout temps. Okay? C'est frustrant des fois pour nous, mais ça arrive et il faut respecter ça. C'est très important. Voilà. À votre niveau, comme je vous ai déjà dit, vous identifier comme médecin résident, c'est comme la première chose à faire. Et je vous ai déjà donné un petit script pour quand vous introduisez un patient pour la première fois. Vous identifiez votre médecin superviseur. Le patient, à la fin de tout ça, peut dire « Moi, je ne veux pas voir un médecin résident, je n'accepte pas. » Et ultimement, vous n'avez pas le choix d'accepter que le patient, c'est son choix, il veut juste voir le patron. Ça arrive rarement parce que la majorité des patients, la vaste majorité des patients, ils sont flexibles, ils comprennent, etc. Avec plus d'informations, souvent, un premier refus devient un oui à la fin. Mais il faut comprendre qu'ultimement, le patient a le droit de refus d'être vu par un médecin en formation. Il faut naviguer ça sur le terrain. Je l'ai fait pendant 20 ans. Vous allez commencer à le faire aussi. On a tous confiance en vous, mais respecter le droit du patient du refus, c'est très important, au moins d'y comprendre. La confidentialité est très importante aujourd'hui. Dans mon temps, on parlait des conversations dans l'ascenseur, dans le couloir, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est plus pertinent de respecter la confidentialité dans d'autres domaines électroniques, par exemple. Là, on parle des textos, des mesures de communication non sécurisées, les systèmes d'intelligence artificielle. Là, il faut comprendre que même si vous les utilisez dans vos vies privées, de mettre des informations des patients dans le système d'information artificielle risque la confidentialité parce que toutes ces informations sont mangées par la grande machine. Alors, tous les hôpitaux, les universités ont des règlements comment agir avec ce genre de technologie. Alors, je sais c'est compliqué d'y comprendre et de vous dire, c'est facile pour moi de dire, suivez les politiques dans vos hôpitaux, dans vos universités. Parlez à vos superviseurs, ils vont vous guider un petit peu le mieux qu'ils peuvent dans tout ça. Vous avez la possibilité de non-respect de la confidentialité dans certains contextes. Je vous ai mis sur la diapo en bas. Récemment, le Québec a passé une nouvelle loi pour changer un petit peu tout ça, là, mais elle n'est pas mise en place encore. Mais quand même, vous voyez ici, par exemple, si quelqu'un dit qu'elle va se suicider ou il ou elle va se suicider ou tuer quelqu'un, quelque chose du genre, là, on a des possibilités de non-respect de la confidentialité. Évidemment, comme résident, ce n'est pas le moment de s'assumer et de dire « moi, j'appelle, je fais ». C'est parler à votre superviseur et il ou elles vont vous guider comment naviguer tout ça. C'est des cas assez complexes et assez rares.
Ça, c'est pour vous rappeler que vous avez des nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire de pratiquer la médecine, oui, sous supervision, mais les prescriptions, c'est vraiment des nouveaux pouvoirs concrets pour vous. D'écrire une prescription pour des prises de sang ou des médicaments. Quand vous faites ça, on vous demande de mettre le nom et le numéro de pratique de votre superviseur sur toutes vos prescriptions. Et si jamais vous prenez, j'ai déjà dit que si jamais vous êtes en congé, que vous n'êtes pas permis de faire ça, et vous êtes uniquement permis de faire des prescriptions pour les patients dont vous voyez dans le contexte de votre formation. Si votre mère, votre père, votre cousin, ou si vous avez personnellement besoin d'un renouvellement, d'une prescription pour prise de sang, etc., vous n'êtes pas permis de faire ces prescriptions-là à la famille ou à vous-même, que ce soit pour des tests ou des médicaments sous le Code de déontologie des médecins. Okay? Alors, c'est très important comme résident de savoir ces limites-là, que vous êtes permis de faire ces activités-là, mais pour les patients dont vous êtes supervisé par un médecin superviseur dans le contexte de votre formation. Médias sociaux, très important. Je ne sais pas si on parle dans d'autres contextes. Non, pas trop. Regardez, c'est compliqué. Je sais que vous interagissez beaucoup avec les médias sociaux, beaucoup plus peut-être que moi et beaucoup plus que moi je faisais quand j'étais R1. Il y a des politiques au niveau des hôpitaux et des universités pour comment faire ça, mais il risque que le collège, avec tout ce qui s'est passé avec le COVID et les guerres dans le monde et les médecins qui ont plus des principes qui veulent promouvoir certains aspects d'équité ou de justice au niveau national, international, etc., le collège s'est fait interpeller beaucoup plus dans le contexte des plaintes avec les médias sociaux. Alors, c'est très important de savoir qu'au niveau du collège, si vous vous identifiez comme médecin résident en médias sociaux, que le Code de déontologie s'applique totalement dans le contexte de vos interactions dans les médias sociaux. Alors, ça veut dire que vous êtes tenu de respecter tout ce que vous voyez ici, et on vous suggère d'être très cautious, très prudent au sujet de tout ce que vous faites dans les médias sociaux, en sachant que si vous identifiez comme médecin résident, étudiant à l'Université de Montréal, etc., le Code de déontologie s'applique et puis vous êtes tenu de respecter les aspects du Code des professions, loi médicale, etc. Et à droite, vous voyez ici les choses, un petit peu les concepts qui vous tiennent et qu'on vous recommande. On a vu beaucoup de cas de plaintes, que ce soit par un collègue vers un autre, ou patient vers un autre, vers un médecin, au sujet des déclarations dans les médias sociaux. Ça, c'est juste un petit pour vous rappeler, pendant votre formation, il y a un article du Code de déontologie qui est cité ici, l'article 42, qui dit que le médecin doit, dans l'exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de ses limites, ainsi que des moyens dont il dispose en pratiquant la médecine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est très général, mais pour vous, on vous suggère de tenir compte de vos capacités et vos limites dans votre pratique. En termes de médecin apprenant, c'est clair que vous avez beaucoup de limites et que les limites vont changer, que ce soit dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 2 ans, etc. Mais c'est très important pour vous de tenir compte ou d'avoir cet article-là pendant votre formation et même après. On a tous des limites de connaissances, d'expertise, même si on a un certificat, même si on est résident, même si on a un certificat de pratique. Et il faut toujours moduler ce qu'on fait selon les capacités personnelles. Ça, c'est pour vous dire que prenez soin de vous. C'est très facile de le dire, mais on sait qu'il y a des données qui démontrent qu'un médecin qui est bien reposé, qui fait de l'activité physique, qui mange bien, toutes les choses qu'on sait, que nos parents nous disent depuis longtemps, offre des meilleurs soins aux patients et à cause de ça, on a des meilleurs soins de santé aux Québécois. Alors, pensez-y à ça. C'est pas juste pour vous, mais ça traduit dans les meilleurs soins pour les patients.
On a beaucoup de ressources sur notre site Web. Vous voyez ici des documents, que ce soit pour le consentement, que ce soit pour l'autre aspect de la supervision. C'est des documents d'ordre libre, tout le monde peut les consulter. Et notre site Web est là, cmq.org. Sinon, je relâche le clicker à Dr. Girard et je vous remercie pour votre temps et attention. Un grand merci au Dr. Magnatis. Et là, c'est le moment tant attendu, en fait, où je cède la parole à vos collègues résidents qui vont aborder les différents aspects, notamment en lien avec votre convention collective et d'autres informations importantes. Donc, à vous la parole. Excellent. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Victor Lim. Je suis R4 en physiatrie, puis aussi coprésident donc, de l'Association des médecins résidents de Montréal, mandat que je partagerai cette année avec ma collègue Émilie Boyer, R4 en radio-oncologie. On est également aujourd'hui accompagné de quelques membres de notre conseil exécutif, donc qui s'adresseront également à vous, chacun à tour de rôle. Donc, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour souligner un peu cette étape charnière de votre parcours, étape qui, sans doute, s'accompagnera de son lot d'incertitudes, de défis, on l'espère aussi d'épanouissement. Une poignée d'entre vous avez même déjà peut-être complété leur première garde, signé vos premières prescriptions, puis si vous êtes bien malchanceux, peut-être même avoir eu à demander vos premiers APC sur la garde. Sachez que durant les prochains mois, il y en aura probablement d'autres premières comme ça. Ça ne fait que commencer, mais que le rôle de la MRM dans tout ça, ça va vraiment être de s'assurer que vous soyez bien accompagnés puis bien outillés là, pour affronter chacune de ces situations. Donc, qui sommes-nous exactement? Dans le fond, la MRM, c'est vraiment l'instance locale là, qui représente chacun des médecins résidents à l'Université de Montréal, autant auprès des établissements, de l'employeur, des hôpitaux, que des instances là, universitaires. On est composé de 9 résidents sur le conseil exécutif, puis 25 délégués là, également issus d'une variété de programmes. Puis, donc, c'est à ce moment-là que j'en profite pour vous dire qu'il y aura un appel aux candidatures au cours des prochaines semaines. Attendez-vous là, à un courriel, donc restez à l'affût de vos boîtes à courriel pour ça. Je vous encourage fortement à vous impliquer. C'est vraiment une belle occasion de se rencontrer, de faire la connaissance de d'autres résidents, d'échanger, puis d'apprendre aussi, voir comment fonctionnent là, les autres programmes. Donc, restez à l'affût, ça devrait venir habituellement vers la mi-juillet. Puis l'AMRM, donc au même titre que les autres associations locales des autres facultés de médecine, sont sous le parapluie l'égide de la FMRQ, donc la Fédération des médecins résidents du Québec. Puis la FMRQ, elle, son rôle, c'est en fait vraiment d'agir puis de nous représenter. Oups, je pense qu'il manquait une slide. Ça se peut-tu que je l'ai sauté? Ah, elle a dû avoir sauté, mais bref. Donc, c'est vraiment le représentant syndical qui agit là, à l'échelle de la province, qui représente l'ensemble des à peu près 4000 résidents au Québec, puis qui vont vraiment agir sur des dossiers là, qui vont concerner donc l'ensemble de ces résidents-là. Il y a une permanence de 14 employés qui travaillent d'arrache-pied pour défendre nos intérêts, autant sociaux qu'économiques. Donc, dans les derniers dossiers chauds des dernières années, là, on peut penser notamment à la signature de la nouvelle entente collective qui va être pour vous juste l'entente collective, qui se charge également donc, de la signature d'entente, par exemple, avec les partenaires financiers, la signature des contrats d'assurance collective notamment. Donc, c'est ça, je vous présente brièvement là, les autres membres de notre conseil exécutif. Donc, Émilie et moi, que vous maintenant connaissez déjà, Auriel, secrétaire, Justin, le trésorier, Myriam et Chloé, qui sont nos représentantes aux affaires pédagogiques là, en spécialité médecine familiale, respectivement. Inan, représentante aux affaires syndicales, Claire, qui est représentante aux effectifs médicaux, et finalement Sandrine, qui est représentante au bien-être, et à qui je cède la parole pour vous faire un petit mot. Super. Alors, merci Victor. Moi, c'est Sandrine. Je vais être la représentante au bien-être pour l'année qui commence. Donc,
voici mon adresse courriel au besoin, puis il y a une adresse courriel aussi pour bien-être à amrm-montréal.com. Donc, il y a beaucoup de ressources bien-être pour les résidents. Vous avez entendu parler de certaines au niveau facultaire. En termes d'association, on peut aussi être une ressource pour vous diriger vers les différents services qui sont disponibles pour vous. La Fédération, la FMRQ, dans le fond, a beaucoup d'aides disponibles aussi selon les types d'enjeux possibles. Donc, que ce soit pour des enjeux universitaires, des échecs de stage, pour la recherche de permis un peu plus tard. Donc, tout type d'enjeux potentiels, la FMRQ, comme Victor a dit, a des employés à temps plein qui sont là pour vous aider. Puis après ça, en termes d'association de résidents, on a aussi un réseau de résidents sentinelles qui sont des résidents qui sont là pour écouter, pour aider aussi. Donc, les résidents sentinelles, ça existe depuis 2019. C'est des pairs qui sont là justement pour apporter de l'aide à leurs collègues. Si ça vous intéresse pour vous impliquer, je vais envoyer un courriel au mois d'août pour ça. Donc, c'est des résidents qui suivent une formation en relation d'aide avec la PAMQ, entre autres. Puis, vous pouvez les reconnaître parce qu'ils ont des lanières qui portent autour du cou en général, des macarons. Puis, vous allez aussi recevoir un lien pour le guide des résidents sentinelles, puis un bottin aussi qui identifie quelles résidences sont des ressources potentielles dans votre programme. Donc, l'année dernière, on avait 55 résidents de 10 programmes différents. Donc, ça, c'est à titre d'exemple les ressources de l'année dernière. Donc, le guide des résidents sentinelles qui comporte plein de ressources intéressantes que vous pourrez aller regarder. C'est aussi sur notre site web de l'AMRM. Puis, vous avez le bottin des résidents sentinelles qui va être mis à jour cet été. On a aussi du budget bien-être pour vous. Donc, au niveau associatif pour la MRM, on a un budget d'environ 19 $ par résident qui est utilisé pour vous, pour organiser des activités bien-être au sein de votre programme. Donc, c'est différent des budgets des programmes puis de l'université. C'est un budget vraiment associatif. Puis comment ça fonctionne, c'est que vous pouvez trouver une idée d'activité avec les résidents de votre programme. Vous avez juste à m'écrire à l'adresse bien-être de la MRM, soumettre votre activité, puis valider quel budget vous avez pour le programme. Puis après ça, pas mal toutes les activités sont encouragées. Puis moi, je vais approuver les demandes puis faire le remboursement à une personne. Il faut juste garder la facture détaillée. Donc, en termes d'activités bien-être, il y en a plusieurs. Vos programmes vont organiser 12 heures d'activité bien-être par année, donc qui est différent du budget dont je viens de parler. Donc, chaque programme a son budget puis fait des activités pendant l'année. La FMRQ organise une activité bien-être qui est en général au mois de mai. C'est la journée des médecins résidents. Donc, le matin, il y a une conférence, puis l'après-midi, toutes sortes d'activités bien-être qui sont en général vraiment appréciées. Puis, la MRM donc, a ses initiatives locales aussi, les résidents sentinelles, puis le budget de 19 $ par résident dont je viens de vous parler. Un petit conseil en terminant. Donc, Yinan va vous parler des vacances à la résidence. Donc, souvent, ce qu'on aime se faire dire en début de résidence, c'est qu'il faut penser à prendre des vacances, puis prendre des vacances tôt. Donc, la transition à la résidence, ça peut être difficile. Il y a plein de nouveautés. C'est quand même assez exigeant. Donc, pensez à prendre des vacances au plus tard à la 3e, 4e période. Je pense que c'est un bon moment pour se permettre de se donner un temps de pause après le début de la résidence. Pour les résidents qui sont parents ou qui vont devenir parents pendant la résidence, sachez aussi qu'il y a des ressources disponibles pour vous accompagner, donc qui se retrouvent dans notre document de bien-être, donc que je vous ai présenté un peu plus tôt. Puis la FMRQ a aussi des ressources. Donc, entre autres, il y a Mariannick Laplante, qui est une ressource très utile à la FMRQ, à qui vous pouvez écrire si c'est votre cas, puis que vous voulez plus d'informations sur les accommodements puis les ressources disponibles. Voilà. Donc, je redonne la parole à Victor.
Parfait. Je ne serai pas là pour longtemps. Là, on est juste là pour passer quelques petites photos en rafale. Dans le fond, fait que ici, c'est important de travailler fort puis d'étudier fort. C'est aussi important de se donner la chance de décomprimer, de partager une bonne bouchée, d'avoir des bons moments puis des beaux souvenirs là aussi. Pas que les gardes, c'est pas des beaux souvenirs, mais donc d'avoir quand même d'autres occasions de faire la rencontre justement puis d'échanger. Puis donc à cet effet-là, la personne qui est en charge d'organiser ces événements-là est encore à définir. L'identité devrait être connue au courant des prochaines semaines. Mais donc, il y a souvent là, deux grosses fêtes durant l'année. Le format qu'on a adopté là, dans les dernières années, c'est d'avoir une fête à l'Halloween ainsi qu'au printemps. Puis vous allez voir, donc restez à l'affût de la vente des billets et tout. C'est vraiment des événements de très grande qualité. On mange super bien. Souvent, c'est dans des super beaux locaux. Donc, restez à l'affût pour ça. Donc voilà. Puis localement aussi, chaque établissement là, va être doté comme d'un fonds social auquel vous allez être invité à cotiser. Puis tout ça va servir dans le fond, agrémenter justement la vie sociale. Sinon, autre point, ça, je pense que c'est quand même d'intérêt là, pour vous. Je vous partage les codes QR, notamment de nos pages de médias sociaux, là, Facebook, Instagram. On a également un site web dont la refonte a été faite il y a maintenant 2 ans, qui est quand même très utile. Vous allez pouvoir y retrouver les courriels, entre autres, pour nous rejoindre. Puis il y a également, en fait, j'attire votre attention là, sur la section liens utiles, donc qui est juste en encadré, où on a essentiellement centralisé ou rassemblé le plus possible l'ensemble des liens qui pourraient vous servir, donc soit pour la demande de congé, demande d'APC. Donc, on a inclus là, une panoplie de ces choses-là, l'entente collective notamment également. On a mis le lien vers tous ces documents-là. Donc, c'est un peu une manière de centraliser les choses pour vous simplifier la vie. Donc, si vous voulez, je peux peut-être vous le remettre comme un 2 secondes. Donc, c'est le code QR juste à gauche si vous voulez les scanner avec votre téléphone. Voilà. Puis, je vais maintenant passer la parole à Myriam. Salut tout le monde. Moi, c'est Myriam. Je suis une R3 au tronc commun de médecine interne. Et puis, je vais être la représentante aux affaires pédagogiques pour tout ce qui est spécialité. Mon homologue, c'est Chloé Gaudet pour la médecine familiale. Elle ne pouvait malheureusement pas être là, mais je vais parler au nom de nous deux. Donc, comme le nom le dit, pédago, on va s'occuper de vraiment... on est là pour défendre vos intérêts pour tout ce qui est pédagogique, académique. Donc, si vous avez des enjeux au niveau des stages, des APC, des examens, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos adresses courriel. Ici, c'est Chloé, puis la mienne là, qui est juste ici, ou sinon via la MRM ou la FMRQ également. Je vais juste faire ma petite note personnelle, mais le début de la résidence, ça comporte son lot de défis. Ça demande beaucoup d'adaptation. C'est normal d'avoir des passes difficiles. J'en ai eu, tout le monde en a eu, tout le monde va en avoir aussi. Donc, n'hésitez jamais à demander de l'aide. On est là pour ça. C'est normal et c'est vraiment sain de demander des conseils et poser des questions. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter à ce moment-là. Donc, voilà, bon début de résidence à tout le monde. Salut tout le monde, moi c'est Inan, je suis R4 en médecine interne générale et cette année, je vais être votre représentante aux affaires syndicales. Je vais vous présenter là en premier quelques informations en rafale, mais ne vous inquiétez pas, tout ça se trouve dans l'entente. Donc, juste pour votre information, une journée de travail régulière, c'est 12 heures de travail consécutives le maximal. Quand on fait une garde en établissement, c'est 16 heures de travail maximal de suite. Puis, on a droit à un repos de 8 heures là, entre nos journées de travail. Par la suite, là, dans un mois, on a droit à minimum là, 2 fins de semaine sans tâches cliniques. Donc, ça veut dire qu'on a droit à 2 fins de semaine maximales de fins de semaine travaillées. Sinon, l'horaire de garde est supposé être publié là, au moins 5 jours à l'avance. Ça se peut qu'il y ait des modifications là, par la suite à l'intérieur de ce délai-là. Sinon, vous avez aussi droit à un stationnement et à un repas quand vous êtes de garde. Pour les gardes en tant que telles, là, il y a quelques types de gardes, mais notamment, on a des gardes en établissement qui peuvent être de soir ou de fin de semaine. On a en fait un maximum de 6 gardes par période de 28 jours là, en établissement. Le maximum de 6 gardes, là, ça ne comprend pas les gardes de nuit. Fait qu'il y a un calcul différent là, pour les gardes de nuit.
ne vous inquiétez pas, là, la majorité des arcs ne vont pas faire exprès non plus de vous maximiser. C'est vraiment juste une distribution là, selon les journées à combler puis les effectifs là, réels. Il faut aussi noter justement que techniquement, bon, la fin de semaine, le samedi, là, c'est 12 heures travaillées maximales, puis dimanche, 14 heures. Puis on a droit à un intervalle de repos de 48 heures entre deux gardes. Il y a des exceptions à ça. Donc, parmi les 6 gardes maximales, on peut avoir 2 exceptions là, où est-ce que le délai de repos est de 24 heures, puis lorsqu'on travaille la fin de semaine, ça va être un délai de repos de 8 heures. Sinon, on a aussi les gardes de nuit et les gardes à domicile là, par la suite. Pour les gardes de nuit, c'est un total de 20 gardes de nuit par période de 28 jours. On a un maximum de 5 gardes de nuit là, d'affilée, puis une période de repos minimale de 48 heures là, qui suit ça. Puis à l'intérieur de 7 jours, il y a juste une alternance d'horaire. Sinon, pour les gardes à domicile, donc ça va être plus applicable lorsque vous feriez des gardes de seniors à la maison. C'est 9 gardes à domicile maximales par période de 28 jours. Puis, lorsqu'on travaille là, 18 heures sur les 24 heures de la journée, mais là, on a droit à un post-garde comme optionnel. J'ai oublié de vous mentionner, mais quand on travaille de nuit et qu'on change d'horaire, donc disons qu'on fait une fin de semaine de nuit de garde, où est-ce qu'on travaille du vendredi jusqu'au lundi matin, on a droit à un pré-garde et un post-garde automatique. Quand on fait nos gardes à domicile, c'est vraiment sur notre responsabilité de demander le post-garde par la suite si on juge que justement on a été réveillé trop souvent là, au cours de la nuit. Sinon, pour les spécialités qui fonctionnent plutôt avec des quarts de travail, donc disons, à l'urgence ou encore là, en salle d'accouchement, c'est 18 quarts de travail le maximum par période de 28 jours, avec un maximum là, de 12 heures de travail consécutif. Lorsque on fait une garde après le quart de travail là, régulier, c'est un maximum de 16 heures consécutifs. Puis on a une limite là, de 7 quarts de travail consécutifs et 5 quarts de nuit consécutifs. Un petit mot aussi là, sur une des nouveautés de notre dernière entente collective. C'est un projet pilote qui a été mis sur place en fait à la demande du ministère, qui n'est pas implémenté encore. Donc, disclaimer, en ce moment, c'est pas appliqué. Mais eux, ils voulaient introduire le concept de garde volontaire qui permettrait à certains résidents intéressés de faire comme des gardes supplémentaires si on a des besoins puis qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Il y aurait une prime additionnelle associée à ces gardes-là. Ça cible particulièrement les programmes de médecine interne et de soins intensifs. Pour l'instant, c'est encore en discussion. On n'a pas encore les modalités d'implémentation. On n'a pas encore déterminé ce serait par quel système qu'on attribuerait ces gardes volontaires-là. Sinon, la partie qui est un peu plus intéressante, amusante aussi, c'est la prise de congé. Donc, comme Sandrine l'a mentionné, prenez des congés. Même R1, c'est très important de les prendre. Puis oui, il y en a qui peuvent être reportables aux années subséquentes, mais moi, je vous parle d'expérience, même en prenant comme des quantités quand même considérables, j'en ai perdu. Fait que prenez vos congés. Pour les vacances, on a droit à 20 jours de congés de vacances. Puis lorsqu'on les prend le lundi et le vendredi, ça va protéger la fin de semaine là, précédente et la fin de semaine subséquente. Donc, disons que je prends une journée de vacances lundi, mais techniquement, votre samedi-dimanche qui précède est protégé. Ça, on peut faire ça 2 fois à l'intérieur d'un mois. Sinon, on a aussi 10 journées d'études par année. On a droit à 7 journées de congrès pour des congrès auxquels on assiste en virtuel ou en présentiel, mais de manière synchrone. On a également le 9,6 jours de maladie et journée personnelle. La journée personnelle, c'est comme... c'est 6 journées personnelles, puis ça fait référence à n'importe quelle journée que vous avez besoin de prendre, qui n'aurait pas besoin de justification médicale. Donc, disons que vous avez un enfant, puis votre enfant il est malade, vous avez besoin d'aller chercher votre enfant, vous occuper de lui, ça peut faire partie de vos journées personnelles. Puis, je ne sais pas pourquoi c'est le 0,6, c'est comme, le calcul est un peu nébuleux. Sinon, nouvellement aussi, on a droit à 3 journées de repos optionnels au cours de l'année. On va vous en parler un peu plus tard. Donc, notez aussi là, que, justement, le calcul du nombre maximal de gardes, ça varie un peu en fonction là, du nombre
de garde comme du nombre de jours éligibles auxquels vous pouvez travailler. Donc, quand vous prenez des vacances dans une période, ça va impacter le nombre maximal de gardes qu'on peut vous attribuer. Lorsqu'on prend des vacances, par exemple, disons dans une période de 28 jours, on prend une semaine de vacances. Ça fait en sorte que la fin de semaine d'avant, la fin de semaine d'après est protégée. On a juste 19 jours disponibles pour travailler, faire des gardes. Donc, le nombre maximal de gardes, quand on fait la règle de 3, bien, ce serait 4 gardes maximum en établissement. Versus quand on prend tout autre type de congé, donc disons on prend une semaine d'études, ça ne protège pas les fins de semaine avant et après. Donc le nombre disponible pour travailler, ce serait 23 jours. On fait la règle de 3, c'est 5 gardes en établissement maximum. C'est possible qu'on vous donne plus de gardes que ce maximum calculé là. Donc, ça se peut que vous aviez des gardes de nuit en surplus, vu que dans la Convention, bien, le nombre maximal de gardes dépend en fonction du type de garde. Sinon, pour la journée de repos optionnelle, c'est une nouveauté là, de l'année passée. Donc, c'est vraiment, ça a été mis en place là, pour casser 12 jours de travail consécutifs. Donc, lorsque, disons, vous travaillez du lundi jusqu'au vendredi, vous êtes de garde la fin de semaine, samedi, dimanche, et vous travaillez toute la semaine par la suite, vous avez l'option de prendre une journée de repos optionnelle entre la 7e et la 11e journée travaillée. Souvent, de manière standard, l'établissement va le mettre à la 8e journée. Donc, ça va être votre lundi suivant votre fin de semaine de garde, qui sera la journée de repos optionnelle. Par contre, si l'établissement juge que c'est plus convenable de le mettre à une autre journée, ça se peut qu'il vous la donne le mardi ou le mercredi à la place. Vous pouvez demander cette journée-là 3 fois au cours de l'année. Puis, il n'y a pas de délai minimal pour demander cette journée-là. Il y a aussi une place là, où est-ce qu'on peut le mettre dans notre portail de demande de congé. Puis, aussi notez que si jamais, disons, dans votre 12 jours, vous avez cassé ce 12 jours-là avec une journée d'études, par exemple, bien là, vous ne seriez pas éligible pour prendre la journée de repos optionnelle. Oh. OK. Sinon, pour la demande de congé, en fait, on a un portail là, centralisé qui nous permet de faire nos demandes de congé. On a le code QR là, après où est-ce que vous allez pouvoir ouvrir ça. Puis, il y a quand même des délais à respecter là, pour la demande de différents congés. Donc, pour nos journées de vacances, c'est 60 jours à l'avance minimalement. Pour les journées de congrès, c'est 30 jours à l'avance. Pour les journées d'études, c'est 7 jours à l'avance, à l'exception de P7, là, qui est tout le temps un peu spécial, et P13 également. Sinon, bon, c'est ça. Certaines nouveautés aussi pour la demande de congé, c'est que P7 et P13, c'est 2 périodes qui sont un peu plus spéciales. Donc, pour la demande de vacances en tant que telle, en P7, il y a un délai de 90 jours à 60 jours. Fait que c'est comme 3 à 2 mois à l'avance que vous demandez vos congés pour cette période. Puis, l'employeur doit vous répondre là, dans les 15 jours ouvrables. Veuillez noter aussi que, dépendant de l'établissement, dépendant des ententes qui ont été faites là, avec l'établissement puis votre ARC, des fois, ils vont vous demander d'attendre que la liste de garde sorte avant de demander là, vos congés. Ça se peut que des fois, la liste de garde sorte après le 60 jours, mais s'il y a une entente avec l'établissement, ça devrait être correct. Puis sinon, pour P13, il y a, en fait, l'établissement va seulement traiter les demandes à partir du 1er novembre. Donc, vous pouvez le demander avant, mais eux vont seulement traiter les demandes à partir du 1er novembre. Puis, lorsque vous faites vos demandes entre le 1er novembre et le 1er mars, là, les règles usuelles s'appliquent. Lorsqu'on fait les demandes après le 1er mars, il y a la possibilité de refuser la demande pour un motif valable. Donc, c'est un changement de formulation là, par rapport à notre dernière convention, où est-ce que c'était comme plus un motif exceptionnel. En pratique, ça ne change pas grand-chose, mais juste savoir que cette formulation a changé. Sinon, voici le portail là, pour la demande de congé. Fait que vous pouvez, je vous laisse scanner le code QR si jamais vous vouliez accéder en ce moment. Puis, essentiellement, là, comment ça fonctionne, c'est que vous rentrez vos numéros d'employés, vous mettez justement les plages horaires où est-ce que vous voulez être en vacances, tout ça, et vous allez recevoir là, un courriel par la suite qui vous dit que la demande a été faite et un autre courriel de confirmation lorsque le tout a été approuvé.
Sinon, on avait parlé justement là, de la possibilité de reporter certaines journées non utilisées à l'année subséquente. Ne vous fiez pas aux chiffres qui sont écrits ici. Ça, c'est vraiment le nombre maximal qu'on peut prendre par année. Mais disons, parmi les journées de vacances, sur les 20 là, qui sont disponibles, on peut reporter 10 à l'année prochaine. Pour les journées d'études, il y a 7 jours qui sont reportables à l'année subséquente. Pour les journées de congrès, c'est 5 jours qu'on peut reporter. Pour les journées maladie, repos optionnel, ça, c'est non reportable. Les journées maladie sont automatiquement payées, en fait. Ceux qui ne sont pas utilisés sont automatiquement payés à la fin de l'année. Puis les journées de repos optionnel, il n'y a pas de report à ce niveau-là. Puis il y a aussi également les congés fériés. Donc, tout le monde a droit à 13 congés fériés au cours de l'année. Si jamais vous travaillez durant un congé férié, vous avez le choix de soit vous le faire payer. Donc, il y a comme une demande que vous faites à la fin de l'année avec le portail aussi, puis aussi en écrivant à votre établissement. Vous avez aussi le choix de reporter votre congé férié. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un congé à un autre moment. Sinon, la validité de stage, ça, c'est une politique universitaire. Donc, à UDM, on doit faire 75 de nos journées travaillées. Puis, ce qui est considéré comme non travaillé, c'est justement nos journées de vacances, les congrès, l'étude, maladie, journées personnelles. Les journées travaillées, ça va être nos formations obligatoires, nos journées de cours, les pré- et post-garde, la journée de repos optionnelle compte aussi comme une journée travaillée dans la validité de stage. Si jamais on a un férié au cours d'une période, mais là, le calcul du nombre de journées minimales à travailler va changer. Donc, dans une période régulière, sans aucun férié, il faut travailler 3 semaines sur 4 semaines. Si on a un férié au cours de ce mois-là, avec le calcul de l'université, on peut quand même prendre 5 jours de vacances et que le stage soit encore valable. Par contre, si on a 2 fériés au cours d'une période et que là, on prend 5 jours de vacances, ce sera plus valide. Vous pouvez trouver le calculateur là, de validité de stage en ligne également. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez aussi valider à l'avance avec votre programme. On va réserver les questions pour après, je pense, là, vu qu'on manque un petit peu de temps, mais on va rester un peu plus longtemps là, tantôt à la pause si jamais vous avez des questions spécifiques que vous voulez nous demander. Donc, bon début de R1. N'hésitez pas de consulter vos infirmières ou vos pharmaciens. Ils sont une ressource excellente. Bon, un grand merci à vous. À ce stade-ci, ça va être le moment pour les résidents de médecine de famille, en fait, de quitter, parce que vous allez avoir votre accueil général dans l'après-midi. Je vous encourage à prendre votre petit cadeau, la bouteille d'eau qui va être disponible à la sortie. Et on va garder avec nous les résidents des autres spécialités pour la présentation sur l'approche par compétences. Merci beaucoup. On va recommencer. Comme ça, on va pouvoir vous libérer plus rapidement pour la pause repas. Donc, je vais laisser la parole au Dr Pierre Desaulniers, qui est leader pédagogique au Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé, qui va vous parler avec le Dr Hamel également de la CPC. Donc, Pierre. Merci beaucoup, François. Je sais que c'est beaucoup de stock pour ce matin. Je sais que vous avez faim, mais je vous remercie de nous donner encore 50 minutes pour vous parler d'approche par compétence. J'apprécie votre présence. Donc, en gros, là, ce qu'on veut faire, c'est de démystifier ça, puis dire pourquoi on fait ça, puis c'est quoi les buts de ça. On va parler aussi là, des enjeux très pratico-pratiques, terrain. On va voir, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent faire que la mécanique est simplifiée. Puis on va parler un peu là, de l'attitude d'apprenant, qui est un terme que vous connaissez, mais je pense que ça vaut la peine de repasser ça. Pour être transparent, là, moi, la première fois que j'ai rencontré l'approche par compétence, à peu près au milieu des années 2010, c'était pas le coup de foudre. Parce que ça sonnait comme « c'est quoi ça? Ça va être beaucoup de travail parce que je suis directeur de programme, ça va être compliqué. » Puis, tranquillement, j'ai compris que c'est un outil.
Okay? Puis un des messages qu'on veut vous passer, le plus, c'est un outil. C'est un outil pour s'améliorer, puis ça s'ajoute à tout ce qu'on fait d'autre. Okay? Donc, c'est pas un truc contraignant, puis ça devrait pas être ça, mais on va en reparler. Puis, pour être très franc, 12 ou 15 ans plus tard, je suis convaincu que cette philosophie-là va faire que quand vous allez être en pratique, vous allez être prêt à pratiquer beaucoup plus dans le sens large de ça, OK? Pas juste savant, mais prêt à pratiquer et à faire une médecine de grande qualité. Parlons un peu de ce qui a fait qu'on a décidé de se lancer là-dedans. Ça, c'est les enjeux que les profs citaient souvent. Les profs disaient, moi, là, j'ai un peu de misère à savoir à quoi m'attendre selon le niveau du résident. Fait que je travaille avec un R3 ce week-end. Oui, mais qu'est-ce que j'attends d'un R3? Parce que je n'ai pas travaillé avec un R3 depuis quelques mois. Okay? Donc, les attentes n'étaient pas très claires. On sait que la rétroaction était là, elle ne l'était pas toujours, puis il y avait beaucoup de conformes. Hein? Je ne sais pas si vous avez vécu ça, peut-être à l'externat. Le tout est conforme, puis le commentaire, c'est beau travail, continue les lectures. Hein? On sait qu'on avait beaucoup de ça, ce qui n'est pas très constructif. Okay? Ça ne nous aide pas à s'améliorer. On sait aussi que malheureusement, il y avait des étudiants qui avaient besoin d'aide, qui ne progressaient pas comme souhaité, puis on les identifiait très tard. Okay? Puis ça, c'est pas drôle. Ce qu'on veut faire vraiment, c'est d'identifier les enjeux puis les défis très tôt pour vous donner de l'aide très tôt pour que ça se corrige puis que tout se passe bien. Puis notre ancienne façon de faire n'était pas très bonne pour ça. Puis finalement, on le sait maintenant, on faisait très peu d'observations directes. On va reparler de ça tantôt. Ça, c'est une étude rapide, mais c'était 4000 enseignants en Europe qui avaient rempli 20 000 fiches d'évaluation, puis qui disaient foncièrement ça. On a un peu de misère à savoir quoi s'attendre, puis on n'est pas bien bon pour signaler ce qui ne va pas bien. Okay? Fait que ça, c'est deux choses qui sont mauvaises pour vous, puis mauvaises pour nous, parce que les profs, en général, ce qu'on veut, c'est vous aider. Voilà. Il y avait des enjeux aussi de votre côté, puis un gros enjeu, puis je pense que n'importe quelle directrice ou directeur de programme a entendu cette question-là plusieurs fois, c'est « je ne suis pas sûr que je suis aussi bonne que les R2 de mon programme ». Ou moi, je suis R4, je ne suis pas sûr que je suis au même niveau que les R4 de mon programme, avec le lot d'angoisse existentielle que ça mène. Donc, ça, c'était fréquent. 2, il y avait toute l'orientation sur les examens du collège qui était un peu diminuée. Puis les jeunes disaient, oui, mais je n'étais pas tout à fait prêt à pratiquer parce que j'ai passé ma dernière année devant mon écran parce que les examens, c'est une grosse affaire, puis c'est tout ce qui comptait. L'autre chose, il y a le problème de l'autonomie, OK, parce qu'on veut que vous ayez eu une autonomie progressive, puis on n'était pas toujours bon là-dedans. Puis il y a des gens qui tenaient la manche des résidents très seniors jusqu'au dernier jour. Puis je me souviens d'avoir entendu une résidente de chirurgie très senior dire « Je ne sais pas vraiment si je peux faire cette opération-là toute seule, parce qu'on ne m'a jamais laissé faire cette opération-là toute seule. » Fait qu'il y a un des objectifs de l'approche par compétence qu'on vous donne de l'autonomie progressivement pour vous exposer aux vraies affaires, dans les vraies situations lorsque vous êtes prêt, pour qu'au jour 1 de votre pratique, vous ayez toutes les compétences qu'il faut. Ce que ça devrait être l'approche par compétence puis les APC, c'est deux diapos qui sont importantes. Je pense, ça vise à améliorer la performance. Okay? C'est un outil, c'est pour déclencher des opportunités d'avoir de la rétroaction, c'est pour s'améliorer, c'est formatif. Mettez les mots synonymes de ça, c'est ça l'objectif. Ça devrait déboucher sur du coaching. On devrait vous faire des suggestions pratico-pratiques pour vous améliorer. Puis les APC devraient servir à ça. Ça permet, bien sûr, de travailler plus les aspects non-expertise, hein, parce que les gens du collège qui étaient là tantôt disaient à tous les programmes, fréquemment, dans le passé, vous formez des gens très savants, mais ils ne sont pas toujours prêts à pratiquer. Puis on l'a vécu avec de nos résidents qui trouvaient que le début de pratique était difficile, okay? Ce qui n'est pas drôle. Je me forme pendant 4, 5 ans, puis mon début de pratique n'est pas aussi fluide que je voudrais. Peut-être qu'on peut travailler ça avec l'approche par compétence. En plus, parce que les APC ne portent pas juste sur l'expertise, mais ça permet de travailler autre chose. L'efficacité, la communication, la gestion de l'incertitude, des trucs très seniors, puis qu'on peut travailler jusqu'au dernier jour de notre résidence, parce qu'on n'est jamais trop prêt pour ça. On veut que ça soit un outil souple, puis on sait, ça n'a pas toujours été perçu comme ça, mais c'est un outil.
Okay? C'est un outil pour les profs, c'est un outil pour les profs pour qu'ils vous aident à progresser. Puis, on va en parler. On espère que ça favorise l'observation directe. Il y a des APC qui ont été conçus spécifiquement pour ça, mais c'est un enjeu dont on parle souvent quand on donne des formations aux professeurs. L'observation directe, c'est important. Je disais que ça doit déboucher sur du coaching. Hein. Le coaching, c'est ça, c'est une conversation, c'est un échange que vous devriez avoir avec vos superviseurs sur comment ça s'est passé, puis qui devrait déboucher sur des suggestions concrètes. Le coach, il a la responsabilité d'observer, de remarquer des faits, d'avoir des observations spécifiques, puis de faire des commentaires, des suggestions sur ça. Ça, c'est le coaching. On parle beaucoup de ça avec les professeurs. Okay? Donc, je pense que vous devriez en recevoir. Puis d'ailleurs, vous pouvez en demander. Hein? Ce n'est pas interdit de demander, vous, qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là? Quand vous avez un patient qui n'arrête pas de parler, qui parle de n'importe quoi, comment vous faites pour le cadrer? On a le droit de demander ça. Puis des fois, des profs qui sont peut-être moins spontanés que d'autres vont se mettre à parler pas mal plus quand on leur pose une question comme ça. C'est quoi vos trucs? C'est quoi votre façon de faire? On a mis cette photo-là, OK, parce que, joueur de tennis retiré maintenant, Rafael Nadal, grand champion, meilleur joueur sur terre battue de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est avec son coach, visiblement, puis ça, c'est le coaching dans sa forme, pour moi, la plus pure. Donc, ils ont probablement filmé quelque chose dans un match ou à l'entraînement. Ils regardent ça tous les deux. Ils vont discuter, puis ça va probablement déboucher sur des suggestions pratiques. Okay? Donc, ce qu'on veut faire avec l'APC, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, juste pour reprendre ce modèle-là, vous voyez, ce qui est en bleu, c'est vraiment j'observe une tâche. Okay? Donc, votre superviseur vous regarde faire, c'est direct, ou bien vous lui racontez parce qu'on est en indirect. On peut faire juste la rétroaction, si on veut dire, OK, je suis d'accord avec ton diagnostic, le patient a une pneumonie, ton plan, c'est super, prochain patient. Okay? Ça, c'est de la rétroaction. J'ai quand même dit que ça s'est bien passé, mais je n'ai pas fait de coaching. Par contre, on peut faire cette rétroaction-là, puis si on a vu, OK, ça a pris beaucoup de temps pour que tu vois ce patient-là, est-ce qu'il y a des endroits où tu penses que ce grand besoin de temps s'explique? Oui, c'est un patient là, qui était difficile à cadrer. J'ai passé beaucoup de temps à revoir son dossier parce qu'il est complexe. OK, peut-être qu'on peut voir, est-ce qu'il y a des trucs pour réviser un dossier complexe qui sont plus efficaces? Ça, c'est la rétroaction avec le coaching. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on essaie d'enseigner à nos profs. On a parlé tantôt brièvement de l'attitude d'apprenant, hein, donc en anglais, le growth mindset, mais je l'ai mis ici en français. Je pense que c'est important. Puis les profs qui sont sur le terrain savent que les résidents, les résidentes qui ont une attitude d'apprenant, ils progressent plus vite, ils apprennent plus vite, puis c'est le fun. Est-ce qu'on peut avoir une attitude d'apprenant tout le temps? Non, il faut être réaliste parce qu'il y a des professeurs avec qui c'est plus facile, il y a des situations dans lesquelles c'est plus facile, puis il y a un moment de ma formation où c'est plus facile. Quand même, c'est Dr. Dweck qui a décrit ça le plus que probablement publié, le plus sur ça, puis je vais vous montrer son tableau après. Puis c'est vraiment comme dans l'état d'esprit de je suis là pour apprendre, j'essaie de m'améliorer, puis je suis ouvert à recevoir les trucs, les suggestions, versus je suis là pour montrer que je suis déjà bon, OK? Puis que R1, je sais déjà tout, ce qui est de toute évidence pas le cas, puis ce qui sera jamais vrai. R5, vous ne saurez pas tout, puis moi, R30 quelques, je suis loin de tout savoir, OK? Fait que ça va rester comme ça, puis il faut avoir cette attitude-là. Donc, j'ai laissé les termes anglais parce que c'est tiré vraiment de ces conférences puis de ces articles. Donc, ce que vous avez en jaune à votre gauche, c'est l'attitude plus fermée ou ce qu'on appelle le fixed mind dans son langage, qui dit grossièrement, je suis là pour montrer que je suis bon. Si ça va moins bien, mais là, je suis un peu déprimé, je me questionne, je me remets en question, je doute de moi. À cause de ça, je suis peut-être pas très ouvert aux critiques. J'ai tendance à être défensif. Quand les autres réussissent, quelque chose que j'ai réussi moins bien, je suis un peu fâché de ça. Puis, finalement, peut-être que je vais choisir les cas plus faciles parce que
veux pas m'exposer à des difficultés. Ça, c'est l'attitude fermée. L'attitude ouverte, c'est l'inverse. Dans le sens, je suis prêt à m'exposer un peu, à prendre un cas qui a l'air un peu moins facile, à prendre un cas parce que je sais que j'ai à travailler cette affaire-là. Je vais être plus ouvert aux suggestions. Je vais essayer de les intégrer. Si je ne réussis pas parfaitement, mais je vais essayer de voir, ouais, mais quand même, je peux apprendre quelque chose de ce cas-là, même si ça n'a pas été parfaitement. Puis la prochaine fois, je vais probablement faire mieux, parce que vous êtes tous talentueux et talentueuses, puis vous allez apprendre de ces affaires-là. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Est-ce que c'est facile d'être du côté jaune? Oui. Puis je l'ai déjà été il y a longtemps, mais de nos résidents là, me disaient encore il n'y a pas longtemps, moi, là, ça m'a pris, je cite, 2 ans pour lâcher ça. OK, donc, ça avait pris les 2 premières années de résidence pour lâcher le jaune pour le vert. Mais je vous invite à avoir cette attitude-là. On doit parler des activités professionnelles confiables. Vous pouvez déjà voir la liste là, qui est sur le site. Donc, il y a des nombres, il faut les faire, puis on va voir un peu, est-ce qu'il y a des stratégies pour que ça marche bien, pour réussir à les faire, puis des stratégies aussi pour en profiter. Parce qu'il ne faut surtout pas que ça soit juste « je les ai faits, tant mieux, j'ai fini ». Okay, ce n'est pas ça le but. Donc, selon votre discipline, de planifier au début de votre quart de travail, au début de la semaine, vous êtes à la clinique externe, vous êtes à l'étage ailleurs, il y a des meilleurs moments. OK, c'est peut-être en clinique externe, peut-être que le matin, c'est un meilleur moment avec les premiers patients parce qu'on a plus le contrôle. En fin de journée, on est en retard, ce n'est pas le temps. Donc, vous pouvez voir avec vos superviseurs aussi quel est le meilleur moment parce qu'il y a bien plus de chances que ça se réalise. Idéalement, on voudrait que la PC soit remplie le jour même. Pour respecter ce qu'on disait qu'on parlait de coaching, on veut profiter de ça pour qu'il y ait une conversation, pour qu'il y ait un échange, puis qu'on apprenne quelque chose. OK? Fait que c'est pas toujours possible de le faire le jour même. Tantôt, Patrick va vous montrer comment déclencher une APC, mais envoyez-la le jour même. Si vous retenez juste une chose de ce que je dis, envoyez vos APC le jour même. Si vous l'envoyez 3, 4, 5 jours plus tard, votre superviseur ne se rappellera pas tellement du cas. Si vous n'avez pas parlé, il y avait peut-être des suggestions qu'il vous aurait fait le jour même, mais il ou elle ne s'en rappelle plus. Puis on vient vraiment de perdre les avantages de ça. Okay, donc, essayez de les envoyer le jour même pour que vos superviseurs y répondent rapidement. Puis si l'on fait sur le champ, c'est encore mieux, parce que la conversation va se faire, puis le coaching va être plus efficace. Voilà, ça, c'est le haut score que vous connaissez probablement, qui porte divers noms, hein? donc qui va de 1 à votre gauche à 5 à droite. Puis le 1 étant, votre superviseur a dû faire toute la tâche, qui est assez rare. Je ne pense pas qu'on voit des 1 tellement souvent. Puis le 5, c'est le superviseur. Le superviseur n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit, n'avait pas besoin d'être là, ce qui veut dire j'ai réalisé la tâche comme quelqu'un qui est en pratique. OK, donc, le 5, c'est j'ai réalisé la tâche comme quelqu'un qui est en pratique. Il y a des variantes de ça. Ça, je pense que ça vient de la médecine interne là, qui a mis d'autres catégories sur les 1 à 3 qui visent l'autonomie versus l'autonomie et la sécurité. Je vous montre 2 APC qui viennent de notre programme. Moi, je suis en médecine d'urgence, juste pour montrer ce qu'on souhaite de ça. Puis quand on enseigne ça, qu'on fait des formations, c'est le message qu'on essaie de passer. Donc, ça c'est une APC de transition à la discipline, donc le R1, qui est foncièrement de voir un cas standard, puis de l'évaluer, puis de proposer un traitement. Puis, c'est sûr que le plus important, puis ça rejoint les notions de coaching, c'est les commentaires. Puis le type de commentaires qu'on souhaite, c'est des choses comme ça, où il y a vraiment de l'observation. On parle de ce qui s'est passé. Il y a une suggestion ici, c'était d'être sûr que les prescriptions sont bien dégagées, ou si c'est verbal, mais d'avoir pris le temps de bien communiquer. Donc, il y a eu une observation définitivement, puis il y a une suggestion, puis on est là, dans un cas plutôt simple. Par contre, ça, c'est une APC de transition à la pratique, donc qui est faite surtout par nos R5, où on parle de gestion de l'incertitude. Okay, c'est tout un autre monde. On n'est pas du tout dans l'expertise. On ne parlera probablement pas de traitement spécifique puis de dose. On n'est juste pas sûr de ce que le patient a, puis on n'est pas trop sûr à quel endroit il faut l'envoyer. Puis les commentaires pourraient être ça. Okay, donc, une observation,
on a écrit un truc, puis en plus, bien, on s'est servi de ça pour parler du fait que les décisions partagées peuvent être très intéressantes dans un cas comme ça. Okay? Donc, ce qu'on vise, c'est ça. Puis, les commentaires sont plus importants que le reste. Puis, il y a des superviseurs ou vous, peut-être un jour, là, vous direz, oui, mais il y a les jalons, à quoi ça sert? Bien, les jalons devraient être, c'est pas ça la clé. Ça peut aider des superviseurs qui ont besoin d'inspiration pour faire la rétroaction, ça peut se produire, ou des superviseurs qui connaissent mal ces APC-là, ils peuvent les regarder puis les compléter. Mais l'esprit de l'approche par compétence, c'est vraiment l'observation, la rétroaction et les commentaires, parce que le but, je me répète, c'est d'améliorer votre performance. On va parler un peu d'observation directe, puis même si je n'ai pas de conflit d'intérêt dans tout ça, je dois dire que moi, je suis un grand vendu de l'observation directe. Okay, je pense qu'on n'en fait pas assez, je pense qu'on devrait en faire plus, puis je pense qu'on en fait plus depuis qu'on a la philosophie de l'approche par compétence. Parce que ça permet de voir des affaires qu'on ne verrait pas sinon. Okay? On peut voir comment on communique, comment on gère les émotions du patient, comment on fait un examen physique, bien sûr, puis quand vous allez superviser dans peut-être 2 ans des externes, vous allez voir, vous avez une pas mal meilleure idée de le raisonnement clinique quand vous les regardez faire. Okay, donc, il y a des avantages qui sont importants pour vos patronnes, mais c'est une bonne façon aussi de voir qu'est-ce qu'on peut vous déléguer. Hein. Des fois, là, quand on a observé quelqu'un direct, on a une bien meilleure idée de son niveau de raisonnement clinique, de ce qu'il ou elle est capable de faire. Donc, je pense que c'est intéressant. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est qu'on a tendance, et vous et nous, à surestimer le temps que ça prend de faire de l'observation directe, puis à sous-estimer largement le temps de réviser un cas. Hein, parce que vous avez probablement vécu ça. Vous voyez un cas, vous faites la note, votre patronne est là, vous lui présentez le cas. Là, vous répondez à 3-4 questions sur des choses que vous avez déjà dites parfois. Puis là, vous donnez votre impression, puis on retourne voir, on re-questionne. C'est long faire ça, OK? C'est très long. Donc, l'observation directe, si on vous a vu, questionner, puis examiner, ce qui reste, bien, c'est vous réfléchissez, puis on discute. Donc, c'est une fausse raison, parfois, de ne pas en faire. L'observation directe, je ne sais pas si vous connaissez l'effet Hawthorne. Oui, non? Non. C'est juste que quand on me regarde faire, je ne vais pas faire comme d'habitude. Okay? Puis il y avait un de mes patrons là, qui disait « Quand on me regarde marcher, je me tiens plus droit. Hein? » Ça revient à ça. Donc, c'est important d'être conscient de ça, que si on fait de l'observation directe, en général, c'est formatif, c'est pour vous améliorer. Si vous ne faites pas comme d'habitude avec le patient, parce que votre superviseur est là, on perd totalement la valeur de l'observation directe. Fait que je vous invite, comme vous êtes observé, à dire, OK, je vais faire comme j'aurais fait normalement avec ce patient-là. Je ne vais pas lui poser 20 questions de plus parce que j'ai mon superviseur qui est là. Puis juste une expérience personnelle, puis j'en ai plusieurs comme ça, parce qu'on peut faire de l'observation directe inversée, qu'un résident observe son patron, puis je vous invite à susciter ça lorsque ça vous paraît être pertinent. Donc, il y a un résident très senior qui m'avait observé peut-être quelques fois, puis qui m'a dit, c'est drôle, quand vous questionnez des patients anglophones, vous faites juste des questions très fermées. Le patient peut juste répondre oui ou non. C'est drôle, je pratiquais depuis beaucoup d'années, je ne savais pas ça. Puis je ne pouvais pas le savoir, parce qu'on ne me regardait pas si souvent que ça. Okay? Mais c'était pertinent. Maintenant, quand je parle avec un anglophone, j'essaie de lui laisser le temps de parler, puis j'ai travaillé ça. Okay? Donc, c'était juste une observation qui a l'air simple, mais qu'on ne pouvait pas faire, ça ne me regardait pas faire. Okay? Donc, c'est pour ça, puis j'espère que vous allez bénéficier d'observation directe. Puis si jamais vous voulez voir un modèle, dire, OK, j'aimerais ça vous voir comment vous approchez un patient quand le patient a tendance à s'égarer, comment vous le questionnez, puis j'aimerais ça vous regarder faire. Je pense que ça peut être très, très positif. L'observation directe aussi, si on est franc, là, est-ce qu'on serait si confiant que ça de prendre l'avion si on savait que les pilotes sont formés juste par observation indirecte? Okay? Qu'on leur dit, parfait, va là-bas, il y a un Boeing 777 là, sur le tarmac, prends-le, va faire un tour avec, reviens, puis en revenant, là, tu me parleras de comment ça s'est passé.
peut-être qu'on serait moins confiant en avion si c'était comme ça. Donc, en médecine, on devrait être observé, puis pas juste avec les cas complexes, mais avec les cas de tous les jours aussi, OK? Parce qu'on veut voir, comme j'ai les aspects communication et autres. On a vu le score de 1 à 5 tantôt. C'est quoi l'importance du score? Puis, on est conscient qu'il y a des programmes qui ont vu ça vraiment comme un mini-examen. OK, donc, il faut que j'ai 5 ou 4 ou 5. Mais dans le fond, si on y pense, c'est la philosophie, je pense qu'on essaie de transmettre. Le score n'est pas si important que ça. OK? Puis, je mets l'exemple là. Ça, c'est une APC de notre programme. OK? Donc de pouvoir gérer l'équipe lors d'une condition médicale critique. Donc, ça peut être un patient comme ça, là, qui est en psychose toxique, il a tout cassé dans un bar, il arrive, il y avait 4 policiers, 4 ambulanciers, il hurle, il crache, il y a du sang qui sort du nez, puis là, il y a un R3, début d'année, qui dit « OK, moi, je vais me lancer là-dedans, là, je vais gérer ça ». Fait que là, il y a le patient là, il y a 12 personnes autour, c'est un cas très compliqué. OK? Puis ça serait juste normal qu'il ait besoin d'être guidé parce que c'est un cas difficile pour un patron, puis des fois, on s'en sort pas nécessairement si bien que ça. Fait que si c'était 3 pour ça, ça serait juste bien normal. C'est normal d'avoir besoin d'être guidé pour un cas que ce niveau de complexité-là puis de risque-là pour le personnel puis tout le monde. OK? Donc, le score, il faut le voir comme ça. OK? Sauf que les résidents qui s'est essayé là, probablement qu'il a appris quelque chose, puis c'est le fun qu'il ait pu faire ça. Puis, soyons francs, là, mettons que ce gars-là, qui est R5 dans votre programme, là, qui a eu un parcours difficile, fait qu'il est un peu vieux pour être résident encore, que là, il a terminé. Il a fait toutes ses APC, mais il n'a jamais eu un 5. Il y a eu juste des 4. Il y a des programmes qui pourraient dire, bien, c'est correct, il y a eu juste des 4. Non, c'est drôle, hein? Qu'en 5 ans, personne, aucun patron, aucune patronne a dit « j'avais pas besoin d'être là ». On s'inquiéterait de ça, puis il faudrait voir ça. Okay? Donc, les scores, il faut les voir comme c'est un avis sur un cas, de dire « OK, j'avais pas besoin d'être là, c'était standard à la pratique » versus « ben j'ai fait quelques suggestions sur n'importe quoi, la dose d'antibiotiques ou des trucs comme ça ». Donc, il ne faut pas voir ça comme des examens. Les avantages d'avoir le score comme ça, bien, c'est moins stressant que si on voit ça comme des mini-examens, ce n'en est pas. Puis, ça permet de garder la valeur des APC. Okay? Donc, je vais m'exposer à des cas variés, avec des patrons variés, puis je vais apprendre bien plus si, bien, le score, je suis capable de relativiser ça. Puis ça va éviter aussi que, OK, le score compte beaucoup pour moi, là, bien, je vais choisir les cas, je vais choisir les patronnes qui mettent des 5 plus facilement, puis là, je vais rater des opportunités d'apprentissage ou de rétroaction. Un mot sur le comité de compétences, parce que où les APC s'inscrivent dans votre progression, bien, il faut voir que les comités de compétences regardent plusieurs trucs. OK? Puis selon vos programmes, ça peut varier de la simulation des Écosses, des examens de pratique canadiens. Les APC font partie de ça. Mais ce n'est pas juste les APC, mais ils font partie de ça. Donc, le comité de compétences doit regarder l'ensemble et dire, oui, ce résident-là progresse bien, il passe à l'étape suivante. Donc, ce n'est pas juste les APC, par contre, il faut les faire. Si vous ne le faites pas, bien, c'est un problème, comme si vous ne vous présentiez pas à vos simulations ou si vous n'avez jamais fait d'Écosse. Okay? Donc, mais ils vont regarder l'ensemble de ça, puis le fonctionnement de ce comité-là est bien décrit à plusieurs endroits. Donc, les messages que j'avais, les APC, c'est un outil qui s'ajoute à ce qu'on faisait déjà. On n'a pas changé le monde au complet, mais on ajoute ça pour améliorer votre apprentissage puis votre performance. On veut que ce soit des outils souples, okay? Donc on ajuste selon les cas, qui ne devraient pas être quelque chose de rigide, qui ne devraient pas être des mini-examens. Le but, c'est que quand vous allez graduer, vous allez être prêt à pratiquer, puis je le disais au sens large, que vous ayez toutes les compétences requises pour pratiquer jour 1. Ça devrait déboucher sur du coaching. Puis n'hésitez pas à demander du coaching, à demander des suggestions, des trucs. Gênez-vous pas de faire ça. Profitez de vos enseignants. On a vu quelques stratégies, planifier, choisir à quel moment ça serait plus facile de faire une APC, quel moment c'est plus facile de faire une observation directe aussi. OK, je pense que c'est la même chose. Puis l'attitude d'apprenant, bien, ça peut diminuer le stress un peu. On ne peut pas être toujours dedans, mais quand on peut, c'est sûr que ça favorise votre progression,
puis votre marche vers la compétence. Voilà, c'était les messages que j'avais. Fait que je vous souhaite d'utiliser les APC de la bonne façon, d'avoir beaucoup d'observations directes, puis de progresser rapidement. Merci beaucoup. Merci. Alors, je reviens, Patrick Hamel, je vais compléter avec la partie TI, puis quand même assez importante. Vous êtes actuellement des utilisateurs, si vous êtes du côté chirurgical, vous n'utiliserez pas Medsys pour vos APC, vous allez utiliser Debrief. Ça va vous être expliqué par les directions de programme, mais il se peut que comme résident, vous soyez, surtout résident senior, vous seriez amené à évaluer vos collègues résidents juniors sur la plateforme Medsys. C'est quand même important de connaître pour tous la plateforme Medsys pour l'évaluation des APC. Donc, je parlais de Medsys tantôt, c'est la dernière section qui me restait à vous parler. Donc, je vous rappelle que pour accéder à Medsys, c'est toujours la même adresse. Et il y a deux façons pour les APC d'accéder à Medsys. Vous pouvez le faire par la plateforme en utilisant un Mac ou un PC. Ou vous pouvez aller sur l'application mobile. Je vais vous parler de l'application mobile à la fin. Ce ne sera pas très, très long ce que j'ai à vous montrer. Donc, l'adresse est toujours medsys.umontréal.ca directement. Peut-être pas mettre la HTTP, juste mettre medsys.umontréal.ca, puis vous devriez rentrer directement sur la plateforme. Alors, ce que vous allez voir, c'est ça ici, c'est votre page d'accueil. Et si vous regardez, c'est pas très grand sur mon écran, mais si vous regardez là où j'ai mis le carré, le rectangle rouge, c'est écrit « Parcours d'apprentissage ». Alors, vous cliquez sur « Parcours d'apprentissage », donc le troisième item à gauche, et vous allez arriver ici sur, voyez-vous, ici, c'est un résident d'anesthésologie, c'est un résident en test, idéalement. Donc, voyez-vous, il y a seulement un parcours d'apprentissage. Il pourrait arriver que pour des raisons quelconques, vous ayez plus qu'un parcours d'apprentissage. Si, par exemple, vous faites partie du programme clinicien-chercheur ou si vous avez changé de programme. Mais normalement, vous devriez en avoir un seul. Donc, vous cliquez sur le titre de votre parcours d'apprentissage et vous allez rentrer automatiquement sur un tableau de bord qui ressemble à ça, qui est le tableau de bord de Medsys. Et vous allez noter que d'emblée, on vous indique où est-ce que à quel niveau vous trouvez dans vos APC. Et il y a différents onglets. Donc, si vous regardez, là j'ai encadré l'onglet APC. Vous avez l'onglet documents d'appui, documents de réflexion, etc. Donc, je vais vous en montrer peut-être 3 qui sont un peu plus importants pour vous. Dans le premier onglet, c'est le premier que vous allez voir apparaître. C'est l'onglet APC. Et dans l'onglet APC, c'est là que vous avez la progression de tout ce que vous avez fait. Donc, tous les APC que vous pouvez être amenés à faire sont tous inscrits. Ce qui arrive avec Medsys, c'est qu'ils ont mis des espèces de petites fenêtres déroulantes. Là. Il y a des, voyez-vous, c'est écrit sous APC, étape 1, un peu plus bas, étape 2. Je vais essayer de le pointer ici, là. Ici, on a l'étape 1, ici, on a l'étape 2, l'étape 3, un peu plus bas, on ne le voit pas, il y a l'étape 4. Si on clique sur la petite tête de flèche, on va dérouler l'étape 1 puis on va voir les APC arriver. Et vous voyez, vous avez les barres de progression qui vous montrent où vous êtes rendu dans vos APC. Donc, je vais vous montrer une autre façon de savoir où vous êtes rendu tantôt, qui est peut-être un petit peu plus facile que de dérouler toutes les petites têtes de flèche, mais vous allez voir de cette façon-là où vous êtes rendu. La petite complexité dans les APC, comme vous le savez, c'est pas seulement de réaliser un certain nombre d'APC. Par exemple, vous êtes dans l'APC numéro 1, on vous demande de réussir 10 fois l'APC. Ce n'est pas seulement de réussir 10 fois, mais il y a certaines variables que vous devez réussir. Par exemple, si vous êtes en urgence, on peut vous dire qu'il faut avoir réussi 10 fois cet APC, mais au moins 8 fois, il faut que ça soit devant un patient réel et 2 fois, ça pourrait être devant un cas de simulation, par exemple. Donc, le système Medsys va enregistrer ça. Donc, si vous avez, par exemple, réussi 10 APC sur 10, mais que les 10 fois, c'était des cas de simulation, bien, Medsys va vous mettre 0 dans votre barre de progression. Des fois, ce n'est pas tout à fait
facile de comprendre pourquoi Métis ne vous donne pas une barre à 100%, mais habituellement, il y a une raison en dessous de ça. Donc, c'est vraiment si vous voulez, le APC, c'est vraiment votre fenêtre principale qui vous dit où vous êtes rendu dans vos APC. Puis théoriquement, vous pourriez même, voyez-vous, complètement, un petit peu plus, pas complètement, mais un peu plus à droite, vous avez le nombre d'APC. Le vert, bleu et vert, c'est les scores 4 et 5 dont Pierre vous parlait, qui sont les APC réussis, alors que les 3 premiers, c'est les APC que Métis reconnaît comme non réussis. Si vous voulez aller voir les évaluations d'APC, vous pouvez même cliquer, par exemple, sur le petit carré vert ici, puis vous allez voir chacune des APC, une après l'autre, qui ont été faites, la fiche d'évaluation comme telle. Si vous allez dans les onglets un petit peu plus loin, vous avez ici le rapport sommaire. Et le rapport sommaire, il est très, très, très pratique. Le rapport sommaire, c'est lui qui peut vous dire dans un coup d'œil où vous êtes rendu. C'est comme si on déroulait toutes les petites flèches. Alors, il s'agit ici d'aller cliquer un petit peu plus bas dans les petits carrés. Vous allez, par exemple, dire, bon, premièrement, les dates sont super importantes. Hein. Si vous ne mettez aucune date, il va vous dire tout ce que vous avez fait jusqu'à la date. Si vous mettez des dates, il peut aller vous donner seulement une section de votre résidence dans le rapport. Et là, vous pouvez dire, par exemple, aller cliquer seulement l'étape 1. Vous pouvez aller cliquer toutes les étapes. Vous pouvez aller dire, je veux juste un sommaire, je veux qu'on mette les jalons ou non. Puis voyez-vous ici, c'est écrit variable contextuelle. Donc, je vous suggère de toujours cliquer le sommaire et les variables contextuelles. Et cliquez aussi sur des petites choses que je ne vois pas parfaitement bien. Cliquez aussi sur les commentaires. Je pense qu'il va falloir que je refasse je m'excuse, ma diapo est un peu vieille. Donc, normalement, j'irai cliquer sur toutes les étapes, sur le sommaire, sur les variables contextuelles et sur commentaires. Et là, vous générez un rapport. Puis votre rapport devrait ressembler à ça. En passant, quand vous cliquez, il faut qu'il aille chercher dans la base de données. Là, ça peut prendre 30 secondes avant qu'il génère le rapport. Et dans le rapport, vous allez avoir tout ce que vous voulez savoir. Vous allez avoir tous dépendamment de ce à quoi vous allez cliquer, vous allez avoir toutes vos étapes. Où est-ce que vous êtes rendu dans vos étapes? Où est-ce que vous êtes rendu dans chaque APC? Puis, il va même vous dire quelles variables contextuelles ont été réussies ou non. Puis, ça va vous donner l'explication des fois pourquoi votre APC n'est pas à 100%. Donc, c'est l'autre onglet qui est super important, encore une fois, c'est l'onglet du rapport sommaire. Et le dernier onglet qui peut être intéressant pour vous, mais qui est plus qu'intéressant, c'est le tableau de bord à la fin, dans le dernier des onglets. Et dans le tableau de bord, c'est là où vont être déposés vos rapports des comités de compétences. Donc, à chaque fois qu'un comité de compétences se réunit, il va avoir une indication, ça va être écrit par exemple comité de compétences numéro 1, telle année, telle date. Et si vous déroulez la petite fenêtre, si je clique ici, je l'ai fait, là, mais si je ne l'avais pas fait, vous ne verriez pas tous les détails qui sont en dessous. Mais si vous cliquez sur la petite barre grise, là, tout va se dérouler en dessous, puis vous pouvez avoir accès aux résultats de la discussion qui a eu lieu au comité de compétences à votre propos, incluant le rapport de comité de compétences, c'est là qu'ils sont stockés. Pour vous, comment vous pouvez demander une évaluation APC? C'est important de savoir que vous pouvez demander une évaluation d'APC. Habituellement, c'est la façon qu'on procède. Pierre en parlait. Théoriquement, un superviseur pourrait aussi déclencher une évaluation d'APC pour vous. Alors, je vais vous montrer la façon la plus usuelle, là, qui est quand le résident déclenche une évaluation. L'évaluation, on peut la déclencher directement dans Métis, donc sur un ordinateur, mais on peut la déclencher sur Métis mobile. Alors ça, je vais vous le montrer. Et je vous invite d'ailleurs à le donner. Il y a pour une raison X, il y a beaucoup de résidents qui ne savent pas qu'il y a une application mobile. Je ne sais pas pourquoi, mais on essaie de l'enseigner de plus en plus. Les patrons aussi ont accès à une application mobile, mais je dois vous admettre qu'on a un bug présentement depuis 2-3 mois, puis elle est en train d'être corrigé. Donc, il y a des patrons qui n'arrivent pas à accéder à l'application mobile, qui sont obligés d'aller sur un ordinateur, malheureusement.
Donc, comment on fait pour demander un APC quand on est sur l'application de PC ou de Mac? Alors, voyez-vous, c'est simple. Vous êtes sur votre fenêtre de Métis, votre fenêtre d'accueil. Regardez ici en bas, déclencher une évaluation d'APC. Vous allez juste cliquer là. Ça peut se faire aussi dans le tableau de bord. Là, je vous le montrerai où vous étiez tantôt. On déclenche l'évaluation d'APC, puis là, on a une fenêtre à aller remplir. Alors, on va aller indiquer dans la fenêtre, bon, c'est quoi le... en fait, d'emblée, le système va aller indiquer dans quel programme vous êtes, qui vous êtes, évidemment. Et là, vous allez indiquer dans quel stage vous êtes, c'est pour quel APC, c'est qui le superviseur. Et là, vous cliquez « Enregistrer ». Et en cliquant « Enregistrer », le système va vous dérouler une page comme ça. Et théoriquement, vous pourriez tout remplir vous-même. Puis je vais vous expliquer c'est quoi le but de ça. Vous pourriez même vous évaluer, mais le patron a besoin de se brancher pour aller authentifier l'évaluation, sinon elle n'est pas valable. Et ce qu'on vous demande qui est très important, comme vous notez, par exemple, sur cette évaluation-là, donc le système va une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, le système vous ouvre cette feuille-là. Vous allez aller inscrire le type, par exemple, d'observation, le type de complication qui est survenu. Vous allez indiquer ce que vous avez à indiquer. Donc, n'oubliez pas de remplir le début de la fiche d'évaluation parce que quand le patron va recevoir votre demande d'évaluation d'APC, il doit savoir de quoi vous parlez. Donc, c'est important que vous alliez remplir vos variables, ce qu'on appelle les variables contextuelles au début de la fiche, pour qu'à la fin, lorsque vous avez rempli cette première section-là, ici, vous allez cliquer sur « Envoyer ». Je vais vous montrer comment. Et le patron, lui, va aller remplir tout ce qui se trouve à partir de l'échelle ici du haut score, puis tous les jalons. Je vais expliquer pourquoi ça vous apparaît à vous. Une fois que c'est terminé, vous allez complètement en bas, vous faites « Envoyer à l'évaluateur » et ça va partir à l'évaluateur. L'évaluateur va le recevoir puis va pouvoir le remplir. On peut aussi demander un APC par l'évaluation par l'application mobile. Le site de l'application mobile, c'est ça ici, c'est l'URL, c'est https://metis.umontréal.ca/mobile. Je m'excuse, je n'ai pas mis le code QR. En passant, je ne l'ai pas mis pour une raison, c'est que si vous allez dans l'application Postdoc, sous l'onglet « Ressources », vous allez voir, vous pouvez cliquer sur « Accès à Métis mobile ». C'est une autre façon d'y aller directement, puis ça fonctionne très bien de cette façon-là. L'autre façon d'y accéder, si vous allez dans l'application Postdoc, vous avez tous vos APC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le deuxième onglet, c'était l'onglet APC. Vous pouvez dérouler, là, vous pouvez aller voir tous les APC que vous avez à répondre. Puis à la fin de chaque APC, on a mis un lien pour rentrer dans Métis mobile. Donc, c'est l'autre façon d'entrer. L'application Métis mobile, encore une fois, comme l'autre application Postdoc, ce n'est pas une application qui est téléchargeable sur le Google Play Store ou sur le Apple Store. C'est aussi une application web. Donc, quand vous l'ouvrez, comme je vous ai montré tantôt pour l'application Postdoc, il est possible d'aller l'installer sur votre bureau. Donc, à quoi ça ressemble quand on rentre? On met notre code d'usager, notre UNIP, nos mots de passe, le même que votre UNIP pour tout ce que vous faites à l'Université de Montréal. Et là, vous allez rentrer, dans l'application comme telle. Je vais essayer d'aller dans l'application web. C'est Nicolas là-bas. Je vais juste faire un... Ah, excuse. Je te laisse la remettre par... Oups. Désolé. OK. Alors là, c'est... Parfait. On peut réduire la fenêtre un petit peu en largeur. On va faire comme... En fait, c'est l'application mobile que j'ai ouverte sur le PC ici. Sur un téléphone, ça sort exactement de cette façon-là, sur une tablette aussi. Et si j'arrive à passer ma souris ici... Ouais, et voilà. Et la façon de déclencher l'APC, alors c'est évidemment, on va sur déclencher une évaluation d'APC. Je vais vous inviter une chose à faire attention. Quand vous allez vous brancher en passant, étrangement, tout le monde est branché comme superviseur. Je ne sais pas pourquoi.
Si vous êtes branché comme superviseur, voyez-vous, il y a 3 petites lignes horizontales à droite. On clique dessus, puis on vient juste ici. Voyez-vous, c'est écrit « Portail superviseur ». Je vais venir me brancher comme résident. Et là, je suis branché comme résident. Je vais cliquer sur mon X et je vais venir en arrière parce que ici. Et voilà, il manquait, je ne sais pas pourquoi les 2 petites barres jaunes n'étaient pas apparues. Donc, je clique sur « Déclencher une évaluation d'APC ». Et type d'évaluation, je m'excuse, je suis comme très loin, je ne vois pas grand-chose. Je vais mettre, par exemple, c'est une APC, ici. Je vais aller inscrire, c'est tellement petit pour moi. Okay. Alors, comme vous voyez, le nom de mon résident, c'est résident test ici. Le parcours d'apprentissage, normalement, il devrait en avoir juste un. Je vais mettre anesthésiologie. Le stage, il vous le donne en théorie automatiquement. Je vais retourner en haut, pardon. Trouver ma flèche ici. Donc, le stage, je m'excuse, je vais retourner. Il vous le donne automatiquement parce que vous êtes dans ce stage-là. Je vais reprendre où j'étais rendu. Ah, désolé pour ça. Ah, je l'avais. Désolé pour la longueur ici, type d'évaluation. Et voilà. Donc, APC, je reviens ici. Mon parcours d'apprentissage devrait être automatique, mais il n'est pas ici. Donc, je vais mettre anesthésiologie. Je vais mettre l'APC. Donc, je vais aller en choisir une au hasard là, dans le parcours d'apprentissage. Je vais aller mettre le superviseur. Puis, comme je suis dans un... Catherine, je vais te prendre, mais c'est le test. Ça devrait être correct. Donc, une fois que ça c'est fait, on clique sur enregistrer ici. Et comme pour le métis sur le desktop, là, il va sortir la fiche d'évaluation. Et là, vous allez aller remplir toutes vos variables contextuelles. Donc, ce que je ferai pas ici, là, mais regardez, je vais aller en sélectionner une, par exemple. Après l'observation. Oups, je m'excuse, c'est très difficile de contrôler ma souris d'ici. Alors là, vous allez remplir toutes vos variables contextuelles et théoriquement, à la fin, vous allez aller complètement... vous allez aller complètement en bas. Ici, voyez-vous, il y a un petit... sur ça, puis vous allez faire simplement envoyer pour l'évaluateur. Et là, le patron va le recevoir. La raison pour laquelle je voulais vous montrer ça sur le mobile aussi, puis c'est très peu utilisé, c'est que vous pourriez théoriquement aller remplir toutes vos variables contextuelles, donner le téléphone à l'évaluateur. L'évaluateur fait l'évaluation directement sur votre téléphone. Après ça, vous faites envoyer. L'évaluateur, votre patron, va recevoir un email, puis tout ce qu'il va rester à faire, c'est aller confirmer comme quoi, oui, c'est lui qui a évalué. Donc, ce serait la façon rapide de procéder que malheureusement, il peut utiliser, mais Pierre le mentionnait, si on peut faire l'évaluation le plus tôt possible, c'est idéal. Théoriquement, on pourrait le faire sur le champ, puis ce serait une façon d'aller vraiment d'être très efficace. Est-ce qu'on peut remettre la présentation, s'il vous plaît? Fait que je pense que c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Donc, c'est tout ce que je vous mentionnais ici, que je voulais vous montrer de façon live. Puis, je voulais vous montrer, évidemment, si vous voulez installer l'application sur votre bureau. Encore une fois, ce n'est pas une application native Apple ou Android. C'est une application web. Donc, si vous allez, voyez-vous, sur le premier des 3 écrans, si vous allez sur le petit icône là, pour un iPhone avec la flèche vers le haut, puis vous faites ajouter à l'écran d'accueil, vous allez avoir l'application sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Un peu le même principe pour ce que je montrais tantôt pour les Android. Et vous n'aurez pas à retaper l'URL à chaque fois. Encore une fois, si vous avez l'application Postdoc, ce que je souhaite que vous ayez, dans les ressources, vous pouvez juste cliquer « Accès à Métis » et vous allez avoir accès. Donc, de mon côté, c'est ce qui terminait. Je ne sais pas s'il y avait des questions pour Pierre ou pour moi-même.
ça fait beaucoup. Sinon, ben, il y a toujours moyen de nous écrire, il y a différentes façons de nous rejoindre. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Ah. Merci beaucoup d'avoir été présent. Vous êtes libre à partir de maintenant, donc à vaquer à vos autres activités. N'oubliez pas de prendre votre bouteille d'eau en sortant, puis d'enregistrer votre présence si ce n'est pas déjà fait. Donc, une bonne année de résidence.